Dans ce cours, nous allons étudier un composant électronique qui est couramment utilisé qui s'appelle la diode. Il y a différents types de diodes, mais toutes sont fabriquées à partir de matériaux qu'on appelle semi-conducteurs, à partir de jonctions PN. Le but de ce cours, dans la première partie, est de vraiment vous faire une synthèse extrêmement courte sur les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer ces diodes et comprendre comment ces matériaux donnent la propriété de fonction à une diode. Donc, nous allons parler ici des matériaux semi-conducteurs et nous allons classer les matériaux suivant leurs propriétés électriques, c'est-à-dire leur capacité à conduire ou non le courant électrique. Le courant électrique, il est lié à la possibilité des électrons libres de pouvoir se déplacer dans un matériau. On distingue trois catégories de matériaux: les matériaux isolants, les matériaux semi-conducteurs qui vont nous intéresser et les matériaux conducteurs. Il faut savoir que dans un solide, les électrons sont classifiés suivant des niveaux d'énergie. Les électrons se situent dans des bandes d'énergie. Il en existe deux, la bande de valence et la bande de conduction. Pour qu'un électron puisse participer à la conduction électrique, c'est-à-dire à la création d'un courant, il faut qu'il se situe dans la bande de conduction. Il faut donc lui apporter l'énergie suffisante pour pouvoir passer dans la bande de conduction. Tant qu'il n'est pas dans la bande de conduction, il ne peut pas participer à la création d'un courant électrique. Si je prends par exemple le cas de l'isolant ici, je vois qu'il existe un écart entre la bande de valence et la bande de conduction. Cet écart ici, qui est un écart d'énergie, s'appelle un band gap. Donc c'est un écart qu'il faut pouvoir franchir pour pouvoir passer dans la bande de conduction. Pour un isolant, le band gap est beaucoup trop élevé, c'est-à-dire que les électrons qui sont dans la bande de conduction ne pourront jamais passer dans la bande de conduction. Okay ? Ils vont rester dans la bande de valence. Au passage, le band gap est une énergie qui se trouve être en électronvolts. Si je prends maintenant un matériau conducteur, tel que du cuivre par exemple, il y a forcément des électrons libres qui sont déjà présents dans le réseau cristallin. C'est traduit ici par un chevauchement entre la bande de conduction et la bande de valence. La bande de conduction et la bande de valence sont superposées ici. On a donc en permanence des électrons libres. C'est pour ça que ces matériaux, tels que le cuivre ou les métaux de manière générale, sont très bons conducteurs de courant électrique. Et entre ces deux types de matériaux, il existe un matériau qu'on appelle semi-conducteur, qui a lui aussi un band gap. Mais comme je l'ai présenté sur le dessin ici, le band gap d'un matériau semi-conducteur est bien inférieur à celui d'un matériau isolant. Donc, dans certaines conditions, on peut fournir de l'énergie aux électrons qui sont dans la bande de valence pour sauter dans la bande de conduction. Donc on aura par exemple, si j'ai un électron qui se trouve ici, je peux lui fournir de l'énergie pour qu'il puisse sauter dans la bande de conduction. Une fois qu'il est ici, il se trouve être un électron libre. Donc il existe différentes manières d'exciter un électron pour le passer dans sa bande de conduction. Donc on peut avoir de l'excitation grâce à un courant électrique. Grâce à de la chaleur. Il suffit d'augmenter la température au niveau du matériau semi-conducteur. Ça créera de la chaleur qui sera transmise aux électrons et certains électrons pourront passer dans la bande de conduction et rendre le matériau conducteur d'électricité. Et enfin, on a tout ce qui est les rayonnements. Donc les rayonnements électromagnétiques transportent avec eux de l'énergie. Sous certaines conditions, cette énergie peut être captée par les électrons pour les aider à passer dans la bande de conduction. Donc ces trois critères-là, courant électrique, chaleur ou rayonnement, où l'un des trois pourrait suffire pour permettre à un matériau semi-conducteur de devenir conducteur. Donc l'intérêt de ces matériaux semi-conducteurs, justement, c'est de pouvoir laisser passer le courant, mais sous certaines conditions. Nous allons voir maintenant les différentes familles de matériaux semi-conducteurs. Il existe deux grandes familles de matériaux semi-conducteurs. La première partie concerne les semi-conducteurs intrinsèques. Donc les semi-conducteurs intrinsèques, ce sont des matériaux semi-conducteurs qui en théorie ne possèdent quasiment aucune impureté. Donc il n'y a pas d'impureté dans les semi-conducteurs intrinsèques. Un exemple classique
et le silicium. Donc le silicium a été l'un des premiers matériaux utilisés en microélectronique. Il constitue, des atomes de silicium sont organisés selon un réseau cristallin. Et les atomes de silicium forment entre eux 4 liaisons, comme j'ai représenté sur ce schéma ici. Ça veut dire que si l'on veut pouvoir créer des électrons libres, il va falloir fournir de l'énergie aux électrons qui participent aux liaisons pour les libérer. Ce qui va se passer, c'est si par exemple je fournis de l'énergie à l'électron qui est ici, cet électron va se libérer, va devenir un électron libre, et à la place de l'électron ici, je vais avoir ce qu'on appelle un trou, c'est-à-dire une charge positive. Dans un semi-conducteur intrinsèque, ce qui se passe, c'est qu'on a une bande gap, par exemple pour le silicium, qui est d'environ 1,11 électrons. C'est un band gap qui est encore assez élevé, c'est-à-dire que la probabilité de pouvoir avoir des électrons qui vont sauter de la bande de valence vers la bande de conduction est encore assez faible. S'il y a peu d'électrons dans la bande de conduction, on a donc un matériau qui est faiblement conducteur. Pour améliorer la conductivité des matériaux semi-conducteurs, on peut faire ce qu'on appelle du dopage. Lorsque l'on fait du dopage, en fait, on insère des impuretés à l'intérieur du réseau cristallin. Il existe deux types de matériaux qu'on appelle extrinsèques, c'est-à-dire les matériaux qui ont subi un dopage. Il existe les matériaux extrinsèques de type N et les matériaux extrinsèques de type P. Donc nous allons présenter ici de manière très succincte ces deux types de matériaux qui correspondent en fait au type de dopant que l'on va insérer dans le réseau cristallin. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris mon réseau cristallin de tout à l'heure et en fait j'ai inséré dedans une impureté ici de l'arsenic. L'arsenic a une particularité par rapport au silicium, c'est que l'arsenic n'a besoin que de 3 électrons pour former des liaisons avec d'autres atomes voisins. Ça veut dire que si l'on insère de l'arsenic dans un réseau cristallin de silicium, le silicium lui ayant besoin de 4 liaisons, l'arsenic va donc lui libérer un électron pour pouvoir former les 4 liaisons avec les atomes de silicium qui sont autour de lui. Donc l'arsenic en fait ici, pour pouvoir former les 4 liaisons, va donc libérer un électron qui était excédentaire. Ça veut dire qu'en fait, dans le réseau cristallin qui est formé ici, j'ai donc un électron libre qui a été créé. Ceci va se traduire d'un point de vue énergétique par la création d'un niveau que l'on appelle le niveau donneur. Donc ce que j'ai appelé ND ici, c'est pour le niveau donneur d'électrons. Ça veut dire que chaque impureté, par exemple ici l'arsenic qui va être inséré dans le réseau cristallin, va fournir un électron libre supplémentaire. D'un point de vue énergétique, c'est comme si l'on avait au niveau donneur un ensemble d'électrons qui se trouvait plus proche de la bande de conduction. On a donc ici un saut bien plus petit à franchir pour les électrons. Donc on aura aussi une probabilité d'avoir des électrons dans la bande de conduction qui sera plus grande que dans le cas d'un semi-conducteur intrinsèque, c'est-à-dire un semi-conducteur qui n'a pas d'impureté. C'est-à-dire qu'à température ambiante ici, les électrons qui sont ici vont passer dans la bande de conduction avec une probabilité, comme j'ai dit, qui sera plus forte que dans le cas d'un matériau semi-conducteur intrinsèque. Si j'ai des électrons qui sont présents dans la bande de conduction, je vais avoir à la place ici la présence de charges positives que l'on appellera trous. J'ai donc, grâce à un dopage ici qu'on appelle de type N, puisque les espèces qui vont fournir des électrons ici, puisque l'impureté ici peut fournir des électrons. D'accord ? Donc un semi-conducteur de type N a des porteurs de charge qui sont des électrons. On aura donc une conductivité du matériau semi-conducteur qui sera augmentée. Le deuxième type de matériau semi-conducteur extrinsèque que nous rencontrons est le semi-conducteur de type P. On a vu dans le cas précédent que l'on utilisait des impuretés qui étaient donneuses d'électrons. Là, nous allons utiliser des impuretés qui sont accepteuses d'électrons. Un exemple, ici le bore. Le bore, lui, ne peut former que 3 liaisons. Donc ça veut dire que si on veut pouvoir former ces 4 liaisons avec les atomes de silicium ici, il va donc devoir prendre un électron sur un autre atome de silicium ici pour pouvoir former ces 4 liaisons avec les atomes de bore. Le coût énergétique est assez faible, il est donc possible,
et il y a donc une forte probabilité que des électrons d'autres atomes de silicium viennent se mettre sur l'atome de bord ici. Je vais donc avoir par exemple ici l'électron qui est là, qui va venir se mettre ici pour former la liaison avec l'atome de bord, pour que l'atome de bord ici ait ces 4 liaisons formées dans le réseau cristallin. Si j'ai un électron qui se déplace ici, je vais donc avoir ici création d'une charge plus. Je vais ioniser mon atome de silicium. D'un point de vue énergétique, cela se traduit par l'apparition de ce qu'on appelle un niveau accepteur. Ce que j'ai appelé Na ici, c'est le niveau accepteur. Je vais donc avoir ici des électrons qui sont dans la bande de conduction, qui vont pouvoir ensuite passer sur le niveau accepteur. Je vais donc avoir ici création de trous dans la bande de valence. À la grande différence des matériaux semi-conducteurs extrinsèques de type N, pour les matériaux semi-conducteurs extrinsèques de type P, le porteur de charge libre n'est donc pas un électron, mais un trou. D'accord ? Donc quand on parle de porteur de charge ici, il faut bien faire attention, les électrons sont des particules, les trous sont des déficits en électrons. Donc ça veut dire que un trou n'est pas une particule. Ici, j'ai cet électron qui va sauter ici, je vais avoir formation d'un trou ici, mais il suffit que j'ai une particule de bord qui se situe ici. Je peux très bien avoir un électron de l'atome de silicium qui va se mettre ici pour compenser. Je vais donc avoir création d'un trou ici, etc. Donc les trous sont mobiles au sein du réseau cristallin. C'est une autre manière de déplacer les charges. Donc on va voir maintenant comment l'association de ces deux types de matériaux extrinsèques, les semi-conducteurs extrinsèques de type N et les semi-conducteurs extrinsèques de type P, vont nous permettre de créer une jonction PN et donc d'aboutir au composant qui est la diode. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons voir qualitativement ce qui se passe lorsque l'on rapproche un matériau de type P avec un matériau de type N. Nous allons donc former ce qu'on appelle une jonction PN. En chimie et en physique du solide de manière générale, il existe un phénomène qui s'appelle la diffusion. Le phénomène de diffusion, c'est un phénomène qui cherche justement à créer un équilibre de concentration pour une espèce chimique. Ce phénomène de diffusion existe aussi en chimie du solide et c'est celui-ci qui est en partie responsable de ce que l'on va voir ici pour une jonction PN. J'ai donc présenté ici deux types de matériaux, un type P et un type N, qui sur le premier dessin ici ne sont pas associés. D'accord ? Donc pour l'instant, il n'y a aucun phénomène qui se passe. Si je me débrouille pour associer le matériau de type P avec le matériau de type N, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'interface ici, entre le matériau de type N et le matériau de type P, je vais avoir des électrons d'un côté et je vais avoir des trous de l'autre, donc c'est-à-dire un déficit en charge négative de l'autre côté. Ce qui va se passer du coup, c'est les électrons du matériau de type N vont chercher à aller combler ce déficit. Je vais donc avoir ici un phénomène de diffusion qui va se produire dans un premier temps. Donc je vais avoir un phénomène de diffusion qui va être dans ce sens-là. J'ai donc des électrons de la jonction de type N qui vont venir se coupler avec les trous de type P. D'accord ? Donc ce qui va se passer ici, je vais donc avoir apparition d'électrons dans cette zone. Et formation de trous dans l'autre zone. Donc ce phénomène de diffusion va être limité, car au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est la création de trous et d'électrons ici dans cette zone va aussi faire apparaître ce qu'on appelle des forces de Coulomb. Donc les forces de Coulomb sont présentes à cause de l'apparition de ce champ électrique, et les forces de Coulomb vont donc ici rentrer en compétition avec le phénomène de diffusion. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, les deux phénomènes vont se compenser et on va arriver, d'un point de vue énergétique, à un équilibre. D'accord ? Une fois que cet équilibre est atteint, on a créé ce qu'on appelle ici une zone de déplétion. Aussi appelée zone de charge d'espace.
Et cette zone de charge d'espace, en fait, va être responsable du comportement que l'on va avoir pour les diodes. Alors, nous allons maintenant étudier le comportement de ces jonctions PN lorsque nous allons y appliquer une source de tension. Bon, j'ai présenté ici les deux premiers cas. Dans le premier cas, ici, c'est une polarisation nulle. Polarisation nulle, ça veut dire que la jonction PN n'est branchée à aucune source de tension. Dans ce cas-là, je suis à l'équilibre. Ça veut dire que du coup, ici, j'ai ma zone de déplétion qui est toujours présente. Comme je suis branché à rien, ici, il n'y aura donc aucun déplacement d'électrons. Okay, la seule chose qu'il y aura, et je vais la rajouter dans le résumé plus tard, c'est que cette zone de déplétion ici va créer une différence de potentiel qui sera appelée plus tard la tension seuil de la diode. Maintenant, si je passe en polarisation indirecte, ça veut dire que je vais brancher la bande plus d'un générateur sur la jonction N et la bande moins sur la jonction P. Ce qui va se passer ici, d'un point de vue énergie, c'est que je vais avoir un élargissement de la zone de déplétion. Si j'ai un élargissement de la zone de déplétion, je crée un déséquilibre. Donc ça veut dire que les électrons, s'ils veulent pouvoir passer de la bande de valence à la bande de conduction, cette fois-ci, ils vont avoir un gros saut énergétique à faire. Donc ça veut dire que si je branche ce générateur à cette diode, je n'aurai pas de passage du courant, parce que les électrons ne pourront pas passer à travers la jonction. Si je reprends ce qui se passe ici sur la jonction, je vais donc avoir mon générateur qui va être branché comme ceci. J'ai le sens du courant I qui est comme ceci, mais on sait que ça c'est une convention et que finalement ça veut dire que le vrai sens des électrons il est dans le sens opposé, c'est-à-dire que je devrais avoir les électrons qui circulent dans ce sens-là. Pour avoir les électrons qui circulent dans ce sens-là, il faut qu'une fois qu'ils sont partis de la jonction N, ils arrivent de l'autre côté à la jonction P, il faut qu'ils puissent sauter en fait cette zone de déplétion pour pouvoir fermer le circuit. Le fait d'avoir appliqué une polarisation indirecte ici a élargi la zone de déplétion. Donc ça veut dire que d'un point de vue énergétique, il faut beaucoup plus d'énergie à l'électron pour être capable de passer de la jonction P à la jonction N. Ce saut est impossible, donc du coup il n'y aura pas de courant à passer, on dira que la diode est bloquée. Alors, dans le cas de la polarisation directe, on va étudier ce qui va se passer. Donc j'ai repris ma jonction PN qui n'est branchée à rien pour avoir justement un point de comparaison. Lorsque cette fois-ci je vais brancher le générateur en polarisation directe, c'est-à-dire la bande plus sur la jonction P, la bande moins sur la jonction N, le générateur joue toujours ce rôle, on va dire, de pompe à électrons. J'ai donc les électrons ici. Si je reprends le sens du courant, donc je vais avoir le sens du courant I qui va être comme ceci. D'accord ? Je devrais donc avoir les électrons qui partent dans ce sens. D'accord ? Ce qui va se passer grâce à la polarisation directe ici, c'est que je vois que justement ici, la zone de déplétion va se rétrécir. Comme la zone de déplétion va se rétrécir, les électrons qui vont arriver ici vont apporter donc un excédent de charge dans la zone N, un excédent de charge négative. On va donc demander aux électrons qui sont sur la jonction ici de pouvoir passer de l'autre côté. La polarisation directe réduit cette zone de déplétion comme j'ai déjà dit. D'accord ? Ce qui va permettre en fait aux électrons d'avoir une barrière énergétique beaucoup plus faible à passer que dans le cas où il y a une polarisation directe ou indirecte. On a donc cette fois-ci pour les électrons la possibilité de passer dans la jonction P et de fermer le circuit. On dira que l'on a une diode qui est passante. Alors maintenant que nous avons étudié les jonctions PN, je le rappelle de manière extrêmement qualitative, je ne suis pas du tout rentré dans les détails de ce qui se passe d'un point de vue physique dans la jonction PN, c'était juste pour expliquer ce qui se passait au niveau de la jonction et puis comprendre pourquoi une diode pouvait être passante ou bloquée. D'accord ? Donc ça c'est important de bien comprendre. Là, j'ai représenté la caractéristique d'une diode. Donc la caractéristique d'une diode, c'est une courbe très importante car elle permet justement de résumer le comportement de notre diode dans un circuit électrique, puisque ce qui nous intéresse par la suite, c'est comprendre quelles sont les fonctionnalités d'une diode et qu'est-ce que l'on peut faire avec en électronique. Au passage, j'ai représenté ici la jonction PN, et une jonction PN, le symbole en électronique, c'est celui-ci. Donc là, ce que vous avez ici, c'est le symbole classique d'une diode. Il existe d'autres types de diodes, dont la diode Zener, sur laquelle je reviendrai un peu plus tard.
Ici, j'ai donc la caractéristique courant-tension d'une diode qui représente l'évolution du courant dans le circuit en fonction de la tension aux bornes de la diode. D'accord? Donc il existe majoritairement deux zones ici. La zone bloquée, où la diode ne permettra pas le passage du courant, ou alors un passage extrêmement faible du courant, ce que l'on peut appeler les courants de fuite, que j'ai symbolisé ici par justement une courbe qui n'est pas parfaitement confondue avec l'axe des abscisses. Ensuite, on a une tension seuil que l'on va franchir. Une fois que l'on a franchi cette tension seuil, qui correspond en fait à la barrière de potentiel au niveau de la zone de déplétion, une fois que cette tension seuil est dépassée, on arrive dans la zone passante. Le flux d'électrons dans la jonction PN est autorisé et donc on a un flux d'électrons dans le circuit, on a donc un courant électrique. Donc pour pouvoir avoir une diode qui est passante, il faut donc franchir cette tension seuil. D'accord ? En dessous, on aura une zone bloquée, on n'aura pas de passage du courant. On voit ici qu'on a de nouveau un courant qui peut exister, mais pour une diode classique, la tension à franchir est de l'ordre de moins 80 volts. D'accord ? Donc si on atteint ces tensions, ce qui va se passer, c'est qu'on aura aussi beaucoup de chaleur à dissiper, d'accord ? Plus que ce que le composant lui-même pourra dissiper, on aura donc une détérioration du composant. On verra qu'en jouant sur les types de matériaux que l'on met dans la jonction P et la jonction N, on peut réduire cette tension que l'on appelle la tension de claquage, la ramener à une tension plus raisonnable et obtenir ce qu'on appelle une tension zénaire. On verra dans ce cas-là que grâce à cette tension zénaire, on peut faire de la régulation de tension. Mais pour une diode classique, si on atteint ces tensions-là, elle ne pourra pas dissiper l'effet Joule produit par cette tension, on aura donc détérioration du composant. Alors, dans cette quatrième partie, nous allons présenter les trois modèles de diodes qui peuvent être utilisés pour faire l'étude d'un circuit en électronique. Ces trois modèles de diodes en fait, sont basés sur des approximations. Le premier modèle de diode, c'est la diode parfaite. Donc pour la diode parfaite, on prend une caractéristique où on néglige justement la tension seuil. Si elle a environ des 0,7 volts, 0,3 volts par exemple pour des diodes au germanium, 0,7 volts pour des diodes au silicium. Si par exemple on utilise des diodes avec des tensions de l'ordre de 24 volts par exemple, on peut considérer que 0,7 volts est négligeable par rapport à une tension de 24 volts. Dans ces cas-là, si la diode est bloquée, vous pourrez la remplacer dans le circuit par un interrupteur ouvert. Si la diode est passante, vous pourrez la remplacer dans le circuit par un interrupteur fermé. Si, parce que les tensions au bord du générateur sont plus faibles que 24 volts, ou pour des raisons de précision, on souhaite tenir compte de la tension seuil, on va donc utiliser cette caractéristique. Donc dans cette caractéristique, la tension seuil est représentée ici par la tension UD. Mais c'est pareil, si la diode est bloquée, on aura un interrupteur ouvert. La tension UD ici est symbolisée par un générateur de tension avec la flèche de tension qui sera bien dans ce sens-là. Okay ? Bon, je précise ici que le sens est important, ça veut dire que par exemple, là, j'ai branché du coup un générateur de tension qui est comme ceci. D'accord ? Ensuite ici, si la diode devient passante, c'est-à-dire si j'ai passé à la tension seuil, je vais avoir un interrupteur ouvert, un interrupteur fermé. Dans le cas de la diode réelle, on prend en compte toute la caractéristique de la diode, la caractéristique courant-tension. On prend en compte le fait que cette fois-ci, on a la vraie courbe ici, que j'ai présentée précédemment. Dans le cas où elle est bloquée, je vais avoir un interrupteur qui va être ouvert. Et dans le cas où elle est passante, je vais cette fois-ci avoir toujours le générateur de tension, qui représente la tension aux bornes de la diode, mais en plus ce qu'on appelle la résistance dynamique. La résistance dynamique, elle est liée au fait que la caractéristique courant-tension n'est pas parfaitement verticale. La pente ici, dans la zone linéaire, représente 1 sur RD, qui est la résistance dynamique. Dans les trois cas, j'ai représenté ici le sens de la diode. D'accord ? C'est-à-dire que si vous voulez dessiner ou remplacer une diode dans le circuit, dans le cas passant ou bloqué, si votre diode est dans ce sens-là, elle sera à chaque fois représentée par le schéma équivalent orienté dans le même sens.